Quelle place demain pour une économie bienveillante? Comment peut-elle créer de la valeur? Le modèle est-il viable à long terme? On continue d'en parler avec vous, Clara Guémard. Donc, vous avez créé RAISE il y a 8 ans. Comment est née l'idée? Parce que c'était quand même un sacré pari à l'époque. On ne parlait pas de toutes ces questions environnementales ou sociales, ou très peu, du moins pas autant qu'aujourd'hui. C'est né d'un article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et avec Gonzague, on déjeunait ensemble ce jour-là et on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays ?» Notre pays est magnifique, il y a plein de talents, plein de potentiel. Ok, la politique économique n'est peut-être pas exactement celle dont on rêve, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes aient le sentiment qu'ils aient un avenir? Et on s'est dit la meilleure façon de faire, c'est d'aider les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs, c'est eux qui créent des emplois. À l'époque, on avait un vrai problème de chômage en France. Et plutôt que de créer une fondation où il aurait fallu faire la quête, on s'est dit on va créer une machine économique sur un métier qu'on connaissait bien, qui était celui du private equity, enfin, que connaissait particulièrement bien Gonzague, parce que je pense que c'est un des plus anciens du private equity en France. Et on est parti, on a acheté un scooter et on s'est dit on va aller voir les grandes réussites françaises. On est allé voir toutes les entreprises du CAC 40. Ce n'est pas leur métier d'investir dans des fonds, mais ils l'ont fait. Et on leur a dit, on va investir dans des belles PME qui sont trop petites en France, pas assez internationales, pas assez capitalisées. On va leur donner du capital patient, minoritaire, bienveillant. Et on va vous offrir une rentabilité équivalente à celle de n'importe quel autre fonds. La différence, c'est que nous, l'équipe, sur le reversement du dividende, qu'on appelle le caride pour l'équipe, nous, la moitié, on va la donner à une fondation pour l'entrepreneuriat. Il y a pas mal d'investisseurs qui ont joué le jeu et qui ont anticipé notre don. Et le résultat d'aujourd'hui, c'est qu'on a commencé par du private equity classique. Maintenant, on a un fonds d'impact de 250 millions d'euros. On a un fonds immobilier de 500 millions d'euros. On a un fonds venture qui fait à peu près 100 millions d'euros. Et on vient de créer un fonds de Seed for Good pour les startups avec une méthodologie ESG dès le départ, avec la parité dans nos équipes, puisqu'on est à parité totale dans toutes les équipes et avec un management binôme, parce qu'on s'est dit Gonzague Clara, c'était sympa, donc on va faire Mathieu Alexandra, on va faire Arnaud Séverine. Ça fonctionne. L'avantage, c'est que personne ne peut dire c'est moi. Personne ne peut dire je, c'est toujours du collectif. Et dans ce métier où finalement on mise sur des entreprises, on mise sur des gens, le dialogue est absolument essentiel. Et ce travail collectif, il est bâti dès le départ, puisque de toute façon on est à parité, donc on doit décider ensemble. Et la fondation Reste Sherpa, elle a vu plus de 5000 startups. Elle en accompagne 450. Elle fait des prêts d'honneur à 100 000 euros, taux zéro, 2 ans de différé, pas de garantie, des prêts à 500 000 euros. On est en train de lancer un nouveau produit qui va permettre à des gens qui ont envie de donner d'investir leurs dons dans des startups, de multiplier le don avant de le distribuer à des associations ou d'accompagner des entrepreneurs. Donc on est hyper créatif dans la façon dont ça s'appelle Feature. Et au fond, ces projets-là, ils viennent aussi des équipes. C'est les équipes qui les créent parce qu'on a recruté des gens généreux, donc curieux, et qui ont envie de réinventer la finance, qui ont envie de réinventer la générosité, et qui ont surtout envie de participer à la création de ce nouveau monde qui nous porte. Parce que certes, il y a cette peur climatique. Mais cette peur climatique, c'est un potentiel d'imagination, de créativité, justement pour y répondre. Ce mur est aussi... c'est souvent devant le mur qu'on devient inventif, créatif, etc. Et là, franchement, en France, moi, je fais un métier, c'est que du bonheur. Tous les matins, tous les jours, on rencontre avec Gonzague des entrepreneuses, des entrepreneurs qui ont des idées, qui sont centrées là-dessus. Et comme elles ont décidé que c'était un marché, alors que les grands groupes l'ont vu comme une contrainte, eh ben, elles bâtissent des nouvelles opportunités. Si je prends l'exemple de Castelli, c'est une entreprise qui a décidé qu'il fallait justement que dans les entreprises, il n'y ait plus de bouteilles en plastique ni dans les restaurants. Donc elle a fait des fontaines à eau, elle s'est vraiment fondée là-dessus. Jean Bouteille s'est dit il faut qu'on n'ait plus qu'on n'achète plus le shampoing avec la bouteille, donc on revient avec sa bouteille et on la re-remplit, etc. Et c'est parce que le mindset était environnemental et social qu'il y a des nouvelles opportunités qui sont créées. Et le profil des investisseurs du départ, qui étaient au fond les grands groupes,
Est-ce qu'il a un peu changé aujourd'hui? Parce que ça intéresse évidemment au-delà des grands groupes dans la démarche, dans la philosophie et aussi dans la diversification du portefeuille et des activités de Raise. Est-ce que ça a un peu bougé ou pas? On a bien sûr aussi les institutionnels comme tous les fonds, on a des family office, mais ce qui est très intéressant avec les grands groupes, c'est qu'on a bâti une vraie alliance avec eux. Puisque on leur apporte le vivier des startups. Eux connaissent les startups qui sont dans leur secteur, mais nous, à la Fondation, plus de la moitié des startups qu'on voit ne lèvent pas d'argent. Donc elles ne vont pas voir les grands groupes, elles n'en ont pas besoin, et elles ont des technologies qui peuvent leur être utiles. Et je voudrais remercier Pauline, parce que Pauline est une actrice importante chez Raise, elle fait partie de notre comité d'orientation. Et Pauline, avec le groupe Duval, a participé à notre prix David avec Goliath, parce que Duval, le groupe Duval accompagne beaucoup de startups. Et c'est un échange d'open innovation et de savoir. Et c'est ce qui nous a aussi permis de créer Raise Lab, qui est un lieu d'innovation partagée dans Paris, qui permet de travailler de façon opérationnelle sur ces sujets-là. La loi Pacte a changé le mindset, parce qu'on parlait de mindset, hein, on sait bien qu'on ne change pas un état d'esprit ou une culture par la loi, en tout cas, ça ne suffit pas, ça accompagne. Mais est-ce que les sociétés à mission, les débats sur la raison d'être, et où, pour le coup, cette loi a été bâtie avec des entrepreneurs, c'était un peu l'idée d'avoir des binômes, un parlementaire, un chef d'entreprise, pour que ça dialogue plus intelligemment. Est-ce que vous sentez que ça a été un accompagnement suffisant? Est-ce qu'il faut faire plus de choses peut-être sur ce Il y a vraiment un avant et un après la loi Pacte. C'est parce qu'avant, on n'avait que Bicorp. Bicorp, c'est très bien, mais c'est américain. Là, on a une entreprise à mission. Nous, on se prépare à être entreprise à mission. On a aujourd'hui tous les éléments pour l'être. On accompagne nos entreprises qui veulent l'être. Et vous savez, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, d'avoir un corpus qui permette aux entreprises de définir leur raison d'être et de définir si elles veulent être Bicorp, entreprise à mission, c'est très important. Et en plus de ça, c'est la réalité de l'entreprise. On n'embarque pas les salariés autour de simplement un chiffre d'affaires. On les embarque sur une mission, sur leur raison. Il faut qu'ils viennent le matin en se disant « je suis heureux de faire ce que je fais ». Nous, la magie de Raise, c'est que non seulement ils sont heureux de réussir dans ce qu'ils font, mais ils sont aussi heureux de donner parce qu'ils voient la réussite des autres. Nous, les premières startups qu'on a accompagnées, c'est des licornes. C'est Mano Mano, c'est Miro, c'est Celency, c'est Exotech, qui est la dernière qu'on a financée. On leur a filé 100 000 euros au début quand ils y démarraient. On est extrêmement fiers. Et comment vous les avez choisis? Parce que ça, c'est des réussites dont vous êtes extrêmement fiers. Comment vous les avez choisis? Et puis avec le recul, est-ce que vous ne dites pas, il y en a que finalement, mince, que j'ai laissé passer? Alors, oui, on en laisse toujours passer. Là où c'est un peu dommage, c'est qu'on n'avait pas on n'avait pas le venture à l'époque, donc on n'a pas pu investir dedans, mais on est en train de se rattraper avec de futures licornes. Non, en fait, la méthodologie, elle est assez simple. C'est que ce sont les investisseurs, les équipes d'investissement. Alors évidemment, c'est Raise Sherpa qui fait la présélection et qui maintenant commence à avoir beaucoup de bouteilles. Mais nos investisseuses et nos investisseurs qui ont fait le don viennent choisir les entreprises qu'on va accompagner de façon philanthropique. Donc elles ont la même exigence qu'elles peuvent avoir sur un investissement. L'exemple de Bird Office, par exemple, c'est une start-up qu'on a accompagnée au début. On lui a dit « ton BP, ça va pas ». Il a retravaillé pendant 6 mois, il est revenu. Et on lui a fait un prêt d'honneur. Et après, on a investi dedans. On a investi par le fonds Venture. Et il nous dit tout le temps, mais je vous remercie parce que vous nous avez vraiment accompagnés. Vous nous avez permis de nous améliorer. Vous avez été exigeants sur certains aspects. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de grandir extrêmement vite. Donc, le rôle de l'accompagnement de Raise Sherpa, c'est c'est des formations. Il y a des webinars tous les jours sur tous les sujets. Comment gérer sa trésorerie, comment embaucher, comment aller à l'international. Des sujets extrêmement pragmatiques pour les startups qui peuvent être éduquées en permanence. Et puis, elles peuvent avoir des accompagnateurs, elles peuvent participer à des formations, elles peuvent avoir du financement. Donc, tout ça est philanthropique, donc ça ne leur coûte rien. Donc, alors, moi, j'ai combien de richesses que d'hommes?
Comment, et de femmes. Ouais. Enfin, Jean Bodin, à l'époque, n'était Ouais. pas encore totalement mais paritaire, on va dire, compris, on va progresser. Comment est-ce que vous attirez les talents? Parce que c'est un business qui est très, alors capital intensive, c'est sûr, mais qui au fond repose sur les personnes qui portent les projets qu'elles vous amènent. Et comment est-ce que vous choisissez vos collaborateurs? Et est-ce que les collaborateurs qui sont chez vous aujourd'hui, ils étaient là au début? C'est des gens qui restent longtemps ou pas? Alors oui, on en a qui étaient là depuis le début et on a grandi avec eux. Ils ont grandi avec nous. Je peux citer le directeur financier Romain Broutier qui est devenu directeur financier de l'année. Et quand il a démarré, il sortait de la BNP où il faisait de la banque privée. Donc, il n'avait pas du tout la formation et puis il a grandi d'une façon incroyable. Donc, mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux ceux qui étaient là depuis le début et puis qui sont maintenant les piliers de la maison. Et comme on grandit vite et qu'on fait des choses qui ont du sens, le recrutement, c'est vraiment pas la chose la plus difficile. Ouais. Ce qui est, au départ, ce qu'on avait peur, c'est de ne pas pouvoir recruter des femmes. Parce que 98% des gens dans le private equity étaient des hommes. Mais on s'est dit, on va recruter une, on va recruter deux, et comme ça va être les meilleurs, parce que si elles ont survécu dans ce monde-là, c'est que ce sont des stars. Et on les a pris jeunes, on les a formés, et aujourd'hui, on a parité totale. Et on continue avec vous, Pauline Duval. Donc, vous partagez avec Clara Guémard cette idée d'un entrepreneuriat au service du bien commun. Donc, on le redit, votre groupe est présent dans de multiples secteurs, l'immobilier, le conseil, l'assurance, le recyclage de déchets en Afrique, la microfinance, etc., les résidences seniors aussi. Quelle est la cohérence entre tous ces secteurs? Alors, on est d'abord un groupe familial d'entrepreneurs engagés. C'est vraiment ça, on a cette culture entrepreneuriale. En fait, on a commencé en tant que promoteur immobilier. Aujourd'hui, on a une dizaine d'agences partout en France et chaque région a son patron et il est actionnaire de sa filiale. Et c'est comme ça un peu partout dans chacun de nos métiers. Et je pense que finalement, le groupe familial, c'est en règle générale un groupe qui est profilé pour faire de l'impact. Ça fait partie de notre ADN. Nous, on a vraiment cette vision long terme, cet actionnariat qui est stable. On a envie de transmettre finalement à nos enfants quelque chose de meilleur. Donc, on est profilé pour faire de l'impact. On en a toujours fait. C'est pour ça aussi qu'on aime bien faire de l'innovation positive. Donc, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, de la construction. On est en veille permanente. Moi, je suis en fait à côté Business Angel. Et en fait, ça fait 8 ans, je viens de me rendre compte, depuis 2014, que j'investis dans des startups. La première, d'ailleurs, c'était Lydia. Vous avez eu du flair quand même à l'époque. Voilà. Mais en fait, j'ai eu du flair, je ne sais pas. En fait, c'est une aventure humaine, surtout. Et c'était une rencontre que j'ai eue avec Cyril Chiche et Antoine Porte. Et je me suis dit, c'est dingue, c'est génial, j'ai envie de les accompagner. Et j'ai voulu aussi m'appuyer finalement sur le groupe. On a tous ces métiers que vous venez de citer, mais aussi on a tout intégré dans le groupe, tous les services support. Donc que ce soit les RH, la com, la comptabilité, le contrôle de gestion, le juridique. Et en fait, je trouvais à l'époque que la valeur ajoutée de ces entrepreneurs, c'était pas de gérer tous ces sujets administratifs, mais c'était plutôt d'être vraiment sur leur business. Donc moi, je pouvais aussi gratuitement leur permettre d'avoir accès à des experts métiers ou des experts dans nos services support pour les aider à faire tous ces sujets administratifs. Alors encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai certaines startups qui sont très matures et qui m'appellent encore en me disant là j'ai un bail pour mes nouveaux bureaux, tu peux les regarder. Et évidemment, on le fait avec grand plaisir. Et donc pour revenir à la construction, je dirais que donc on aime bien être en veille permanente. J'ai depuis peu, d'ailleurs, je regarde vraiment attentivement une start-up dernièrement sur une nouvelle utilisation de ciment vert qui vient des déchets de construction précédentes qu'on transforme pour pouvoir réutiliser. Donc voilà, et on essaye de les aider à industrialiser leur process, à grandir avec le groupe. Donc voilà, c'est un équilibre entre business. Et donc les boîtes où vous investissez, où vous hébergez, vous les faites aussi bosser et vous testez un peu sur les projets du groupe. Évidemment, plus il y a de synergie, plus on peut les aider à s'industrialiser, à se reposer sur un groupe à côté pour les faire grandir.
mieux c'est. Donc on a à peu près les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on s'entend bien. D'accompagner les Smart Hub. Voilà, en l'occurrence. Je sais que les valeurs familiales sont partagées autour de la table parce que c'est quelque chose d'important. Il y a un enjeu fou qui est devant nous, qu'on repousse un peu en permanence depuis très longtemps, qui est que 4 générations vont cohabiter. Et vous avez une activité Happy Senior. Alors, on n'est pas sur les maisons de retraite dont on parle beaucoup en ce moment, et évidemment le sujet est très compliqué. Mais du coup, comment est-ce que vous, c'est quoi la promesse d'Happy Senior ? Je crois que c'est des résidences seniors avec un haut niveau de service. Et au fond, ça permet peut-être aussi de retarder le moment, toujours un peu plus compliqué, où il faut médicaliser les démarches, etc. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous positionnez ? Vous l'avez très bien expliqué, je vais vous embaucher. C'était très sympa, mais je vais... non, encore pour Happy Senior, Benjamin. Voilà. Je suis un jeune retraité, moi, pour ça. En fait, c'était, on voulait... à l'époque, on avait des EHPAD qu'on a revendus. Et en fait, on voulait... Pourquoi vous avez arrêté les EHPAD ? En fait, très contraignant. Et puis aussi au niveau du développement, pour pouvoir se développer dans de nouveaux endroits, il fallait avoir beaucoup d'autorisations. Et puis aussi, c'était lié avec beaucoup de collectivités qui pouvaient abonder et subventionner ce genre d'établissement. Et on sait tous que ce n'était pas de moins en moins évident pour que ces collectivités subventionnent. Donc, on a voulu céder cette partie pour pouvoir se mettre vraiment sur des résidences services seniors. Donc, arriver auprès de jeunes seniors, si je puis dire, qui sont encore très autonomes. Et puis, on a aussi, dès le départ, essayé de réfléchir à se dire, OK, beaucoup de ces jeunes seniors sont parfois obligés de vendre leurs actifs, leurs biens immobiliers, pour pouvoir se payer finalement ce genre de résidence. Donc on voulait réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, à ce qu'ils ne cèdent pas leurs biens immobiliers, qu'ils le gardent en patrimoine pour pouvoir peut-être le transmettre à leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais les aider à gérer ce bien immobilier pour pouvoir financer finalement leur venue dans une résidence service senior. Donc nous, contrairement à ces EHPAD, on n'est pas médicalisé, vous l'avez justement dit, et donc c'est vraiment que des services qu'on leur apporte. D'accord. Voilà. Il y a un point aussi sur lequel vous rejoignez Clara Guémard, c'est la parité, puisque j'ai vu que 40% de vos investissements concernent des startups fondées par des femmes. Oui. Ça, c'est une volonté. Vous dites, voilà, En fait, au départ, pas du tout. J'avoue que je n'avais pas vraiment réfléchi depuis 2014. D'ailleurs, la première, c'était qu'avec des garçons. Donc, voilà. Mais ensuite, petit à petit, j'ai continué. J'ai investi dans une trentaine de startups. Et à un moment donné, il y a eu la charte Sista qui s'est lancée. J'ai trouvé ça génial comme opportunité. J'ai évidemment signé cette charte. Et je me suis dit, bon, attends, je vais quand même regarder ce que j'ai dans mon portefeuille. Et en fait, il s'est avéré qu'à l'époque, j'avais 40% de femmes qui dirigeaient ou co-dirigeaient les startups que j'accompagnais. Donc, j'étais assez fière. Et ce qui montre que je ne dois pas avoir de biais lors de mes investissements. Mais finalement, c'est la même chose dans notre entreprise familiale. On a 54% de femmes. Et on a beaucoup de femmes qui sont à des postes à responsabilité. Voilà, c'est ce qui nous tient à cœur, la parité. Et puis, on a été l'un des premiers aussi à mettre en place le Parental Act avant que la loi sorte, 1 an et demi avant que la loi sorte. Donc, c'était aussi une belle fierté que j'ai pu mettre en place chez nous. Et vous avez traversé la Méditerranée avec des activités en Afrique, désormais. Oui. Est-ce que c'est un futur terrain de jeu de développement d'activités très fortes, ou est-ce qu'on va rester sur des activités parfaitement nobles, mais qui sont autour de la microfinance ou du recyclage, ou est-ce qu'on peut se dire que le groupe Duval va demain avoir des activités qu'il exerce en France depuis longtemps sur le continent africain ? Oui, c'est ce qu'on fait déjà en fait. On se développe beaucoup sur nos métiers historiques à l'origine, donc promotion immobilière et investissement immobilier. Et on se développe aussi sur de la microfinance, de l'assurance. On a aussi développé certaines de nos activités d'exploitation. On a maintenant... on gère le golfe de Kigali au Rwanda et puis on espère aussi pouvoir développer les résidences d'affaires dans les grandes métropoles africaines. En travaillant avec des entreprises sur place. Évidemment, ouais. Pour pouvoir impliquer et en investissant dans des entreprises africaines. Et en fait, à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un emploi en Afrique direct, on crée 5 emplois indirects. Donc on a aussi pas mal de... On travaille aussi avec des écoles de formation parce que dans le bâtiment, finalement, on va avoir des gros besoins. Donc on fait de la formation avec de l'alternance. On est en train de former des plombiers, par exemple, et puis comme ça, on peut les faire venir sur nos chantiers pour qu'ils appliquent finalement ce qu'ils auront appris. Allez, il nous reste 1 minute 35. Peut-être une petite dernière question. Je ne sais pas, Benjamin, vous avez une question ? Non ? Sinon, moi, j'ai fait un tour assez exhaustif. Bon, alors, sinon, une petite question peut-être plus... On peut... Oui ? Vas-y. Non, Benjamin ?
Moi, sur le développement en Afrique, à nouveau, j'y reviens. Est-ce que c'est essentiellement l'Afrique plutôt francophone ou pas? Parce que c'est un des gros sujets de la présidence. Alors, il y a eu la présidence française, bien sûr, mais au-delà de ça, on voit les investissements arriver d'Asie, notamment, dans des pays historiquement très francophiles, très francophones. Comment est-ce qu'on y résiste? Et est-ce que, au fond, c'est ça la stratégie, d'aller plutôt dans les endroits francophiles et francophones ou aller ailleurs? On voit que Nairobi accueille de plus en plus de Français qui parlent exactement une tradition de francophonie. On voit que l'Afrique du Sud accueille de plus en plus de Français et donc que d'autres grands pays africains, qui sont des moteurs de la croissance africaine, sont aussi des pays qui accueillent des Français. Est-ce que c'est aussi là la stratégie du groupe? Alors, à l'origine, pour nous, c'était facilité d'aller dans des pays francophones. Ouais. Donc, on est plutôt Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Togo. Mais on est aussi au Rwanda, comme je vous le disais, qui est un pays formidable. Donc, mais on parle pas mal français aussi là-bas, vous me direz. Donc voilà, on n'est pas encore en train de regarder le Kenya ou l'Afrique du Sud, peut-être dans un second temps. Mais déjà, 6 pays, c'est déjà pas mal pour nous. Imaginez les résidences seniors au soleil. Pourquoi pas? C'est encore autre chose. Merci. Allez, on va poursuivre avec les bonnes notes du mois.